Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yves Tillet, je suis de l'Université de Neuchâtel en Suisse. Et donc j'avais vraiment une session que j'avais envie de voir. C'était la session consacrée à l'inventaire forestier. Et puis il n'y a pas si longtemps, Pascal Hardy m'a demandé de présider la session, donc je suis très content. Alors on a 4 orateurs, 4 présentations en fait, et vous constatez que dans la session d'à côté, il y en a 5. Et donc, on a un peu plus de temps. Donc, on a 15 minutes divisé par 4. Ça fait 3 minutes 45 en plus par présentation, 45 secondes. Alors, la première présentation est consacrée aux estimateurs de régression généralisée pour les plans d'échantillonnage continu avec des données auxiliaires exhaustives et sera présentée par Minna Poulkinen. Voilà. Alors, merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser de faire cet exposé en anglais, mais vous pouvez poser vos questions après en français. So I'm going to talk about the generalized regression estimators for continuous populations in the case where the auxiliary data are exhaustive. This is joint work with Radim Adolt from the National Forest Inventory of the Czech Republic, Guillaume Chauvet from ENSAI, Olivier Bourriot from the University of Suceava, Romania, and myself, Minna Poulkinen. I worked in a laboratoire d'inventaire forestier of IGN in Nancy up to the end of September this year. The context of this presentation is indirect spatial sampling of trees in forest inventory. Forest inventories aim at producing information about the state and change of forest resources within some region of interest. This means estimating parameters of the tree population within the region. In practice, however, we cannot compile a sampling frame of the trees from which we could draw a probabilistic sample. Instead, trees are sampled indirectly by means of field plots. A plot is typically a circle of a fixed size, and it is placed centered at a point randomly chosen within the region. In the sample are included those trees that are within the plot. This indirect sampling means that we have to consider 2 populations at the same time. Our sampling population of points at which we place the plots, and then our target population of trees, the parameters of which we are interested in. In forest inventory, it is very common to use auxiliary data to improve estimation precision. These data typically originate from remote sensing, such as satellite images, aerial photos, or LiDAR. In this presentation, I only consider the case where these data are available at every point of the region, that means in a map form or in pixels. We consider use of auxiliary data in the context of generalized regression estimation. The idea is to construct an internal linear model between the target variable and the auxiliary variables and estimate this model in a sample that can be obtained with any sampling design. The estimation of the total population total is then based on the model predictions on all the population units, so also on those that were not included in the sample, and also on prediction errors observed on the sampling units. The theory of GREG estimation is very well established in finite populations. For continuous populations, Daniel Mandala provided estimators, but only for the case where our points are independent and uniformly located within our region of interest. And now for forest inventories, being limited to uniform distribution of points is too restrictive. So the aim of this study is to develop GREG estimators that allow any distribution of sampling points. Let us first take a look at the notation. Our region is denoted by script U and its area with the usual notation of size.
The trees that are growing within this region are denoted by bold capital U. Tree K is located at point X sub K, and it has a value of attribute of interest Y sub K. We place a fixed area circular plot at point X, and it's denoted by script C. And the sample of trees that are taken with this plot at point X are denoted by bold small s. With bold capital S, we denote our sample of points, plot center points. And then we do not always want to do our estimation for the whole region. We want to do it for some sub-region of interest, and we denote this sub-region of interest with script D. And with bold capital D, we denote the trees within this sub-region. There is a mistake in the slide. Our target parameter now is the total of the attribute over the trees within the sub-region script D. Let us first take a look at the estimation without auxiliary data, using Horvitz-Thompson estimation extended to continuous populations. The starting point here is the so-called duality principle. It says that a tree K is within a plot placed at point X, and thus included in sample taken at point X, if and only if the plot center point is located within the inclusion zone of this tree K. In our case, with fixed circular plots, the inclusion zone of a tree is the same circle as the plot, but now placed at the tree location point. The key concept required for this continuous population Horvitz-Thompson estimation is attribute density. It is a two-dimensional function defined, piecewise constant function defined at every point of the region. The idea is to aggregate the attribute values of trees that would be included in the sample at point X into spatial density value at point X. This is done by this summing here. So we are summing over the trees that would be selected at point X, their attribute values weighted by their inclusion zone areas. And this summing can be done over all the trees of the population by using this indicator variable that simply says whether tree K is included in the sample at point X or not. The remarkable property of this attribute density is that its integral over the region or over any sub-region is equal to the attribute total over the tree population within the region or the sub-region. It is shown here, we do not go into the detail, but the key idea is that it is this integral of attribute density that we want to estimate. And in his 1993 paper, Clifford Cordy provided methods for doing this estimation, estimating such integrals. He extended Horvitz-Thompson estimation to continuous sampling designs. Instead of inclusion probabilities, Cordy's estimators work with inclusion or operate with inclusion densities. So let us assume now that we have our sample of n plot center points that were selected within our region by some joint probability density function. Now the inclusion density of a point in our region is defined as the sum of the values at point X of the marginal probability density functions of these points.
And similarly, the joint inclusion density of points x and x prime is defined as the sum at this vector of the joint marginal probability density functions of all the pairs of these sampling points. Cordy's estimators shown here, they look very much like finite population Horwitz-Thompson estimators. This integral that we want to estimate, that is our total that we want to know, it is estimated by summing over the points within our subregion of interest, the attribute density values observed at these points, weighted by the inclusion densities of these points. The variance of this estimator involves these integrals over the region, and in the bottom line there is an unbiased estimator of the variance, again based on the values at the points within our sampling points within our subregion of interest. We are going to use this machinery now in our Greg estimation. So we now move to estimation where we use auxiliary data. Assume that we have a p-vector of auxiliary variables and that we know their totals in our subregion of interest, subregion D of interest. Also assume that we have their continuous Horwitz-Thompson estimators based on the values at the points within our subregion of interest. We want to build a linear model between our attribute densities and our auxiliary variables, but we want to be able to estimate the parameters of this model not in the subregion but in an extended subregion. And the motivation is that in this way we may get a better fitting model and thus a better estimation performance precision of our Greg estimator. The true parameters of the model are defined as shown here in the third equation. They involve these integrals over our extended subregion, our model parameterization region. We estimate then these parameters by replacing these integrals. You'll see that they are integrals. We are replacing these integrals by their Cordy estimators, by their continuous Horwitz-Thompson estimators. Now we build our Greg estimator in the very similar way as Rao and Molina did in the finite population case. And we call this modified Greg estimator, the term modified referring to the fact that we are estimating the model parameters in an extended parameterization region. This estimator consists of two terms. The first is the integral of the model predictions over our subregion of interest. And the second is the continuous Horwitz-Thompson estimator of the total of the model prediction error based on the sample points, but now sample points in our subregion of interest. Alternatively, this estimator can be written as the sum of a continuous Horwitz-Thompson estimator without auxiliary data, and then the product of the estimated model parameters and the difference between the true auxiliary variable totals and their continuous Horwitz-Thompson estimators. And again, based on the sample points in our subregion of interest. Now this looks terrible, but for variance estimator, we write our Greg estimator in a different way. And without going to the details that are presented here, we just look at the fourth line. We end up in this kind of expression where we have the first term that is non-random. It's the product of the true model parameters and true auxiliary totals.
And then the second term, it looks again like a continuous Horwitz-Thompson estimator, but a very complicated, involving very complicated entity, this capital omega. And this capital omega at point X, it's written here in the bottom, it's the product of the so-called G weights and the model error obtained with true model parameters. So in the variance of our estimator comes only from this second term. So it is written here. The variance of our Greg estimator is the variance of the second term, which is a continuous Horwitz-Thompson estimator, Cordy's estimator, for which by Cordy's work we know the variance. It's written here in the second line. The problem here is now that this capital omega involves the true parameter vector of the model, but we do not know it. So in variance estimator, we replace these model parameters with the estimates that we obtained from the in the extended subregion in our model parameterization region, and then we have an approximate estimator for our Greg point estimator. This work it's a work in progress. We are preparing a manuscript where we are considering these Greg estimators also in more complicated settings, such as stratified sampling, cluster design, and also in estimation of ratios of totals. But these estimators have already been implemented in a computation system that is called NFiesta by Radim Adolt and his group in the Czech National Forest Inventory. And this computation system and these estimators have been applied to European-wide estimation of forest biomass based on national forest inventory data of dozens of European countries in 2 European projects that are called Diabolo and Pathfinder. Thank you. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de faire quelque chose pour le bruit. Mais on va continuer malgré tout. Alors, on a une deuxième communication en anglais aussi, j'imagine. In English? Yes. That is entitled A New Sampling Framework for Spatial Survey, 2-Stage and 2-Phase Sampling. The presentation is by Trinh Duong. Hello everyone. Yeah, it's a bit noisy, so I hope that you can listen to me. So this is the work that already published in Journal of the GGSSM, and with Olivier Bouillot in University of Suceava and Guillaume Chauvet in NSAI. And my name is Trinh, and I'm working in the Library of Forest Inventory. And this is the work in a continuous population about a new sampling framework for spatial survey, 2-stage, 2-phase sampling. So the National Forest Inventories, they provide a systematic collection of data and information on forests within a country, and to ensure the spatially balanced sampling. So NFI, they typically use a grid-based design, and in which the territory will be tessellated into many cells, and the sample locations will be selected from this grid. And NFIs, they
design base, and they employ various sampling designs. For example, single phase sampling, two phase sampling, and multi-stage design. And more of them, two phase sampling is the most commonly used. And you can see some literature that's already published with two phase sampling in continuous population. There are two main forms of systematic sampling that used for risk-based design that introduced by Coran in 1977 and Matt Robert et al. In 2015. The first one is systematic aligned sampling, where the sampling location, we can call that the sampling points selected in the same location in the cells, and systematic unaligned sampling, where the sampling points is randomly selected in the cells. So with this type of sampling, so they disregard the formation of the discrete cells and its application in the variable estimation. Except for Fattorini and Pisani in 2004, they included it in their method. So in our work, in Jung et al. Published in 2025, we introduced a general framework of two-stage sampling designs in which we incorporate the selection of cells in the sampling process. So here is the example of two-stage sampling. The first stage is the selection of cells, and the second stage is the selection of points within the cell. And in this paper, we also extended this design into the two-stage two-phase sampling scheme. And this two-stage two-phase sampling scheme is currently used by the French NFI, even though that the detailed theoretical description of this method has been lacking. So in this paper, our objective is to develop a theoretical framework for two-stage two-phase sampling that's used by the French NFI, and we provide the general formulation for total estimators and also the corresponding variable estimator. So two-stage two-phase sampling, it means that the first phase sample points will be selected through two-stage sampling. For example, we have a territory F is continuous, the population, and this territory will be tessellated into a array of cells. And the first stage is the selection of cells with constant sampling rate. And at the second stage is the selection of random points within the cells. By this way, we obtain the first phase sample of points of size Na. And the first phase sample of points will be used to collect the auxiliary information. For example, by photo interpretation, the first phase sample is classified into strata. For example, we have three types of strata is forest, non-forest, and shrubland. And then based on the strata, we will define the sampling rates for which it can be used to select the second phase sampling, to select the second phase sample based on this sampling fraction. For example, if this is forest, so we define it as a sampling fraction 1/2, shrubland as 1/4, and non-forest as 1. And by this kind of systematic sampling, we can call in continuous population as a sparsely systematic sampling. So the second phase subsample points is obtained with different sampling intensities. For total estimator, we are interested in estimating the total value Ty equal to the integral of y is dx, which is belong to territory F, where y is it denote the local variable defined at any point is belong to F. So let's by 1C denote the first stage illusion probability of for cell selecting cell C, and pi
2C each denote the second stage illusion density for selecting a random point each within cell C. And finally, we will get the illusion density for any point in the first phase sample by computing the product of the first stage illusion probabilities and the second stage illusion density. And in general case, it can equal to NA divided by AF. It means the sample size of first phase sample divided by the area of territory. And then, as I mentioned below, the first phase sample is classified into strata, and the second phase sample is selected, which in each strata, with each stratum with the select fraction can say that FPG. And finally, we get the total estimators by the sum of the total estimator within each stratum. And to improve the precision, both stratification can be applied, and this both stratification can be created by crossing vegetation type, department, or the ownership categories. And by using the adjustment factor, we obtain the both stratified estimator in this formula. And this both stratified estimator, this is the total estimator, is currently used in the French NFI. For variant estimators, since the French NFI, they use some sort of systematic sampling to obtain the samples. So we used obtaining the unbiased variance estimator is impossible. So we need to use some assumption to obtain the variance estimators. The first assumption is the selection of cell in the first stage. We can consider is obtained by simple random sampling. And the second assumption is in the point subsampling at the second phase, we can consider is obtained by stratified simple random sampling. And here the variance estimator that we obtain include two terms. The first term is the variance estimators for the first phase, and the second term is the variance estimator for the second phase, where SG half B square here is the variance, the sample variance for the second phase sample in stratum G and both stratum H, and in the first term by B the conditionally on A is prime. This is the second order inclusion density. And here particularly in this formula, we include the term Fi. This is the sampling fraction of the selection of cells in the first stage. It means that we already include the selection of cells in the sampling process and in the variance estimators. And M here denotes for the family of variance estimators associated with the first phase sample. And we consider two cases, M equals 0 and M equals 1. With M equals 0, the selection of cell can be considered as selected by simple random sampling with replacement. And for M equals 1, it can be considered as simple random sampling without replacement. And we conducted the simulation study with the purpose of evaluate the total estimators and the proposed variance estimators, and also compare different sampling strategy that can be implemented at the first stage and the second phase sampling. And we use the setup that provided by Jung et al. In 2023 with the study area at 10 times 10 kilometers. And we define the vegetation types as forest, shrubland, and non-forest, like in the figure. And in the tree population, they include some attributes like X-Y coordination, volumes, height, or species, etc. And the target is estimate the total volume of wood of all trees within the study area. And because
our target is the population of trees. But as Mina already presented, we need to use the indirect sampling to obtain it. And we use the generalized weight same method to convert the tree level attribute at the point level. And the sampling strategy that we use for each step. So the first stage is the selection of cells. We use first the French-unified design. This is some sort of sparsely systematic sampling, simple random sampling with and without replacement that we can consider as benchmark strategy because we use it for obtaining the various estimators. Systematic sampling and also OBSS is the one per stratum stratified sampling. And at the second stage, the selection of points within the cells. So we use uniform random sampling of points within the cells. And at the second phase, the subsample of points, we implement the French-unified, the sparsely systematic sampling, stratified simple random sampling, and Poisson sampling. And here the second phase subsampling fraction for each stratum forest is 1/2, sublength 1/4, and non-forest is 1. And we computed the Monte Carlo relative bias for the total estimators and also for the variance estimators. And we also compute the Monte Carlo variance. And here the results. If we consider the bias of the total estimators, we can see that these virtual unbiased estimators. And if we consider the column of variance, so we can see that the French NFI leads to the smallest variance. However, the French NFI, they have strongly the positive bias because the variance estimator that we use for simple random sampling usually that overestimate the variance of a systematic sampling. And moreover, the bias of the variance V1, which with the selection of cell is considered as simple random sampling without replacement, is smaller than the bias of the variance V0, which were considered used as simple random sampling with replacement. So it indicates that the V1 can be valuable variance estimator for two-stage, two-phase sampling. So in our paper, we introduced the novel two-stage, two-phase sampling framework for the spatial surveys. And our research showed that the French NFI design compiled with the proposed estimators perform effectively. The proposed framework is general and can be applied to a wide range of forest and environment surveys. However, there is one limitation of our framework. This is the variance estimators tend to be strongly conservative and highlighting the need that we need the need for the approaches to reduce this bias. So, yeah, so this is the reference that I'm using in my presentation. Yeah, thank you for listening. Thank you very much. Thank you very much for this nice presentation in a complicated context. Normally, the noise is finished. Donc, ils ont terminé les travaux apparemment. Désolé. On aura plus de bruit. I am sorry for the noise. L'exposé suivant est présenté par Guillaume Chauvet, que tout le monde connaît, et est consacré aux propriétés asymptotiques pour des plans de sondage en population continue avec des applications à des enquêtes environnementales. C'est plein ça. Merci Yves. Donc je vais vous présenter effectivement ce travail qui est réalisé. Ah, pourquoi ça marche? Pardon. Oui, je vais vous présenter ce travail qui est réalisé en collaboration avec Minna Pulkkinen et qui porte donc sur des propriétés de plans de sondage en continu, avec l'objectif normalement d'essayer de pouvoir les appliquer à l'inventaire forestier national.
Donc l'inventaire forestier national, Mina et Trine vous en ont déjà parlé, je vais revenir dessus assez rapidement. Donc l'inventaire forestier national cherche à utiliser un protocole basé sur un plan de sondage pour faire des estimations sur la forêt de production en France. Donc on s'intéresse à une population finie d'arbres qu'on va noter U, à un attribut d'intérêt qu'on va noter YK, qui par exemple peut être le volume de l'arbre K, et on s'intéresse à l'estimation du total qu'on va noter taux Y, donc qui va être le volume total sur la forêt française. Comme Mina et Trine l'ont rappelé, les inventaires forestiers procèdent généralement de façon indirecte. On va noter U ronde un territoire continu qui contient tous les arbres, donc toutes les unités de la population U. Et l'inventaire forestier national procède en gros en 4 étapes. En première étape, on sélectionne un échantillon de points de première phase dans le territoire U ronde, donc par échantillonnage en continu. Ensuite, on classe les points selon le type de couvert forestier par photo-interprétation. En troisième étape, on sélectionne un échantillon plus petit de seconde phase qui va donner lieu à une enquête sur le terrain. Pour ça, on mobilise l'information qui a été collectée en première phase. Et enfin, sur le terrain, on utilise des supports de taille fixée, typiquement des placettes, pour enquêter les unités sur la population. Donc ça donne à peu près ça. Donc étape 1, sélection de l'échantillon de première phase. On a un territoire où, comme Trine l'a rappelé, on a une tessellation, on a un découpage en petites mailles. Et chaque année, on a un échantillon de mailles qui est sélectionné, donc 1/10 des mailles qui est tiré. Et à l'intérieur de chaque maille, on tire un point aléatoirement. Donc c'est ça l'échantillon de première phase. Ça donne tous les petits points que vous avez sur le territoire. Étape 2 et 3, photo-interprétation et échantillon de seconde phase. En laboratoire, chacun des points enquêtés va être photo-interprété et classé dans 3 catégories possibles. La forêt, donc les taillis, le shrubland, ou ce qui n'est ni forêt ni taillis, ce qu'on va appeler simplement ensuite la non-forêt. Et cette classification est ensuite utilisée pour faire un échantillonnage de seconde phase pour envoyer des enquêteurs sur le terrain en mettant la priorité aux points sur lesquels il y a a priori le plus d'informations, donc ceux qui sont en forêt, qui vont être tirés avec une probabilité 1,5, le maquis va être tiré avec une probabilité 1/4, et les points qui sont en non-forêt seront simplement abandonnés pour la seconde phase. Donc ça va donner ça. Donc en forêt, on a un échantillon de seconde phase qui contient la moitié des points initiaux. En shrubland, on a un échantillon d'1/4 des points qui sont sélectionnés. Et puis en non-forêt, on garde tous les points, mais en fait, ils ne donnent pas lieu à des enquêtes sur le terrain. Donc là, la mesure du Y sur les points en question est simplement égale à 0. On n'a pas d'arbre sur les unités en question. Puis comme Trine l'a rappelé, on va également utiliser l'information auxiliaire qui est collectée en première phase pour améliorer les estimations au stade de l'estimation avec de la post-stratification. Post-stratification qui va utiliser non seulement le type de couvert, mais aussi le département. L'objectif de l'inventaire forestier, c'est d'avoir des estimations au niveau départemental, et puis le type de catégorie, forêt publique ou forêt privée. À l'étape 4, donc, il y a l'enquête sur le terrain avec utilisation de supports de taille fixée. Donc, au milieu, vous avez le point échantillonné. On envoie un enquêteur sur le terrain qui trace une placette et qui va donner lieu à une enquête auprès des arbres qui sont situés à l'intérieur de la placette. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il y a 3 placettes concentriques où, selon le volume de l'arbre, on a une grande placette dans laquelle les plus grands arbres, les grands arbres sont échantillonnés, la plus petite placette où il y a uniquement les petits arbres, et une placette de taille moyenne où on enquête les arbres de taille moyenne et les grands arbres. Donc c'est une sorte d'échantillonnage à probabilité inégale. Il y a d'autres techniques qui sont possibles, notamment les pays nordiques utilisent des méthodes d'échantillonnage en cluster, pour quand on échantillonne un point, s'en servir pour enquêter plusieurs points en fait à la fois, ou des techniques de type Bitterlich, mais que je ne présenterai pas ici. Donc tout ça pour dire que finalement, et comme Mina l'a rappelé également, on s'intéresse à un total sur la population d'arbres, que je note taux Y, mais ces arbres sont enquêtés indirectement, puisqu'on tire un échantillon de points, et c'est à partir de ces points qu'on va finalement enquêter les arbres. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'outil de la densité locale, cette variable ρ de x, qui permet de voir de façon équivalente une estimation sur la population des arbres et une intégrale sur le territoire continu. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que c'est sur ce territoire continu qu'on a échantillonné, donc c'est là-dessus qu'on maîtrise bien les propriétés du processus d'échantillonnage et de l'estimateur. Donc cette propriété est très utile, elle a par exemple été beaucoup utilisée par Mandalaz ou par Stevens et Urquhart dans leur papier de 2000. Un des problèmes qu'on a avec cette densité locale, c'est que c'est quelque chose de très discontinu. Ça vient du fait qu'elle est calculée à partir de ces cercles concentriques. Donc dès qu'on sort d'un de ces cercles, en fait, on a discontinuité au niveau de la densité locale. Donc pour les résultats qu'on va obtenir, on a besoin d'hypothèses de régularité qui soient relativement flexibles. Et les papiers existants sur des sujets voisins, donc comme Barabesi, Franceschi et co-auteurs en 2012, ont étudié un peu les mêmes résultats que nous. Donc la convergence et la normalité asymptotique de plans de sondage
type utilisé par les inventaires, mais ils ont des hypothèses de régularité beaucoup plus fortes pour la variable locale et qui, en règle générale, ne seront pas respectées. Donc, d'où en particulier l'objectif de ce travail. Alors, propriété des plans de sondage en continu, donc je vais rappeler des notations qui ont déjà été bien défrichées par Mina. Donc, on s'intéresse à un territoire continu U-ronde, on va noter A sa mesure, donc la surface simplement du territoire. On va s'intéresser à un vecteur de taille Q de variable d'intérêt qu'on va noter sous la forme ρ. On va supposer quand même une certaine régularité, que ce vecteur ρ est Lebesgue intégrable sur le territoire et qui prend la valeur ρ de x sur n'importe quel point du territoire. Et puis on cherche à estimer des paramètres sur le territoire U-ronde, comme l'intégrale de ρ. Donc ça permet de traiter un certain nombre de paramètres, ça permet déjà d'estimer des surfaces. Si la variable ρ de x est l'indicatrice d'être dans un sous-territoire particulier UH, alors ce qu'on cherche à estimer, c'est simplement la surface du sous-territoire en question. Ou si on utilise le principe de la variable de densité locale, qu'a rappelé Mina, ça permet d'estimer des totaux sur la population d'arbres, comme par exemple l'estimation du volume d'arbres, si le ρ de x correspond à la densité locale de bois par unité de surface. On sélectionne un échantillon de n points, qu'on va noter S allant de S1 jusqu'à Sn. La particularité par rapport à un échantillonnage en population finie, c'est qu'ici on est sur un territoire continu. Donc cet échantillon S est sélectionné selon un plan de sondage en continu. On va supposer l'existence de la densité de probabilité jointe de l'ensemble de ces points, qu'on va noter F. C'est simplement la densité associée au vecteur S1 jusqu'à Sn. Et on va définir ce qui va être l'équivalent des probabilités d'inclusion d'ordre 1 et 2 en population finie, ce qu'on va appeler la densité marginale d'inclusion d'ordre 1 et 2, qui va être définie donc pour le pi de x avec la densité marginale associée à chacun des tirages. Donc ce que vous avez, le FI, ça correspond à la densité correspondant au tirage d'un point, et le FIJ, ça correspond à la densité correspondant au tirage de 2 points. Donc ça permet, à l'aide de ces fonctions, d'obtenir les fonctions pi de x et pi de xy, qui jouent vraiment le même rôle que les probabilités d'inclusion d'ordre 1 et 2 en population finie. Puis pour pas avoir trop de formules, je les ai pas mises, mais pour les résultats, on a besoin des densités d'inclusion d'ordre 3 et 4, qui sont définies de façon relativement similaire. Pour donner un peu une intuition de ce que représentent ces densités d'inclusion, j'ai pris un petit exemple joué sur un territoire très simple, qui est simplement un carré de côté petit a. Donc la surface du carré est simplement petit a au carré. Et puis on suppose qu'on échantillonne à l'intérieur selon un échantillonnage de taille petit n, en réalisant des tirages uniformes et complètement indépendamment à l'intérieur du territoire. Donc ce qui veut dire que la densité d'un tirage, donc le FI de x, c'est simplement la densité d'une loi uniforme sur le territoire, c'est-à-dire l'indicatrice du fait d'être dans le territoire U-ronde, divisé par la surface du territoire. Et si on passe à la densité d'inclusion, donc si on somme ces FI de x pour tous les tirages, ça nous donne la formule pi de x égale petit n sur la surface du territoire, donc très proche du sondage aléatoire simple. Sondage aléatoire simple, on diviserait par la taille de la population, et là l'équivalent de la taille de la population, c'est la mesure de la population, donc c'est la surface du territoire. Et pour la densité d'inclusion au second ordre, c'est le même principe. Donc on calcule la densité associée à 2 tirages. Ici, les tirages sont indépendants, donc c'est simplement le produit des densités d'inclusion marginales. Et quand on calcule la densité d'inclusion d'ordre 2, c'est n-1 sur a au carré. Là encore, quasiment la même formule que ce qu'on a sous du sondage aléatoire simple. C'est vraiment très très similaire. L'estimateur de Hurwitz-Thompson en population continue se calcule comme en population finie. On fait la somme des points dans l'échantillon S, on regarde la valeur de la densité d'inclusion ρ de x et on divise par la densité d'inclusion pi de x. Donc là, c'est le même principe. C'est un estimateur qui a été étudié par Deville en 89 et Cordier en 93 et qui ont montré qu'on avait un estimateur qui était sans biais pour l'intégrale taureau à la condition que la densité d'inclusion pi de x était strictement positive, presque sûrement sur le territoire, donc à peu près la même condition qu'en population finie. Et puis si la densité d'inclusion jointe, donc le pi de xy est strictement positif, aussi presque sûrement sur le territoire, alors on peut utiliser un estimateur de la matrice de variance-covariance de type Hurwitz-Thompson. C'est le V-chapeau HT que vous avez, et là encore, il est sans biais pour la vraie variance, si cette condition est vérifiée. D'autres estimateurs qu'on a considérés, parce qu'ils ont un intérêt assez important en pratique, c'est des estimateurs par substitution, estimateurs de type plugin. Donc supposons qu'on s'intéresse à un paramètre θ qui est une fonction de Totaux, donc une fonction G connue de Totaux, avec tau ρ, toujours notre vecteur de Totaux sur la population continue. Et puis le grand A-1, c'est juste pour normaliser ça, écrire ça comme un vecteur de moyenne.
Donc ça permet en particulier de traiter le cas d'estimation de ratio, donc de traiter l'estimation de la prévalence d'une espèce précise, quel est le pourcentage de douglas qu'on a par exemple en Auvergne, ou d'estimer le volume moyen de bois par espèce pour la forêt totale française. L'estimateur plugin, estimateur par substitution de θ, ce sont les recettes habituelles, c'est-à-dire ça consiste à remplacer chaque intégrale qu'on ne connaît pas par son estimateur. Donc ça vous donne le θ pi chapeau que vous avez ici, où on remplace simplement le A par son estimateur d'Horvitz-Thompson, le taureau par son estimateur d'Horvitz-Thompson, et on obtient comme ça l'estimateur par substitution. Et l'estimateur de variance par linéarisation, la formule est un petit peu atroce, mais ça consiste simplement à calculer l'estimateur de variance pour une variable artificielle, qui est la variable linéarisée du paramètre θ. Donc là aussi, il n'y a pas de différence avec la linéarisation en population fidèle. On utilise les techniques qui ont été, par exemple, proposées par Deville en 1999. Les hypothèses dont on a besoin, donc sur la variable ρ, on a une hypothèse qui n'est pas trop forte, on a besoin d'avoir un moment d'ordre 4 qui est fini. On a besoin aussi d'avoir des hypothèses sur le plan de sondage, donc que la densité d'inclusion d'ordre 2 soit bornée à gauche et à droite. On verra un petit peu plus loin que souvent c'est ce qui pose problème. D'avoir une dépendance relativement faible dans la sélection des unités. Il ne faut pas qu'elles soient sélectionnées forcément indépendamment, mais pas trop loin quand même. C'est ce que veut dire en gros l'hypothèse 3. Et l'hypothèse 4, c'est plus une hypothèse technique qui suppose que la variable ρ de x est suffisamment régulière. Donc elle prend sa valeur dans un ensemble complexe et que la fonction g pour l'estimateur plugin est suffisamment régulière sur cet ensemble, qu'elle est différenciable et que sa dérivée seconde est localement lipschitzienne. Donc sous ces conditions, et avec un petit peu d'huile de coude, on obtient les résultats suivants. Les résultats suivants sont aussi un petit peu compliqués, mais ce qu'ils nous disent essentiellement, c'est que l'estimateur du total est convergent, donc va bien converger vers le vrai total, et également que l'estimateur de variance est convergent. Donc non seulement on peut avoir confiance dans l'estimateur du total, mais on peut avoir aussi confiance dans l'estimateur de variance pour pouvoir produire un intervalle de confiance. Et ces résultats, on a été capable de les étendre à l'estimateur plugin, donc ce qui permet en particulier de traiter des ratios, mais aussi des estimateurs post-stratifiés, par exemple. Et ils nous disent à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire ils nous garantissent que notre estimateur plugin, il est convergent pour le vrai paramètre θ, et également qu'on peut utiliser l'estimateur de variance par linéarisation dans un intervalle de confiance. Donc on peut faire de l'inférence tranquillement sous les hypothèses réalisées. Une petite discussion sur les hypothèses. J'ai dit qu'un des objectifs, c'était de se rapprocher de cas qui se produisaient en pratique, et en particulier d'avoir une variable ρ sur laquelle on a des hypothèses relativement faibles. C'est vrai qu'on a affaibli ces hypothèses. Par contre, on a les hypothèses H2 et H3 qui supposent qu'on n'est pas très loin d'une sélection indépendante et qui, malheureusement, souvent, il faut l'admettre, ne seront pas vérifiées pour les inventaires forestiers. L'hypothèse H3 suppose qu'on a une dépendance faible dans la sélection des unités qui nécessite que les points soient pas trop loin d'être sélectionnés indépendamment, ce qui n'est pas du tout le cas dans les inventaires forestiers, où on a plutôt un protocole du type systématique dans la sélection des points. De la même façon, l'hypothèse H2 suppose que la densité d'inclusion jointe, elle est bornée à gauche et à droite. C'est plutôt le à gauche qui pose problème, puisque quand elle peut prendre des valeurs nulles, on n'a pas d'estimateur sans biais de variance, et donc par force, on n'a pas d'estimateur consistant de variance. Donc ça aussi, c'est mis en défaut dans les inventaires forestiers. Donc on a assoupli un petit peu le cadre, mais ça reste imparfait. Quelques mots sur les travaux en cours. Donc ça fait partie un petit peu de mes dadas. Donc on s'intéresse à l'utilisation de méthodes de Bootstrap pour faire de l'estimation de variance en utilisant des méthodes de réplication. Je reste convaincu que c'est un bon outil pour les utilisateurs. Un étudiant, Mathieu Nollier, a commencé à travailler dessus et puis a des résultats plutôt encourageants. Donc j'espère qu'on pourra poursuivre ces résultats, les publier et si possible les appliquer sur l'inventaire. Ça serait bien aussi, autant que possible, de se rapprocher des vraies caractéristiques du plan de sondage. Là, j'ai présenté une version un petit peu simplifiée de l'inventaire forestier. Là où je vous dis qu'il y a un plan de sondage en 2 phases, c'est plus un plan de sondage en 3 phases, en fait, puisque en seconde phase, on sélectionne un échantillon et que toutes les mesures ne sont pas réalisées sur cet échantillon. C'est-à-dire qu'il y a des mesures sur le terrain qui ne coûtent pas très cher, comme la mesure du diamètre basal, mais la mesure de la hauteur, c'est une opération qui est plus difficile, donc elle n'est pas faite sur l'ensemble de l'échantillon. Et j'ai même découvert récemment qu'en fait le volume est plus mesuré sur les arbres, ça se fait uniquement par une approche de type modèle, donc la variable de volume est simplement imputée en utilisant un modèle pour les arbres en question. Donc des caractéristiques qui seraient importantes également à prendre en compte dans l'estimation de variance et dans l'estimation tout court.
Et un dernier problème, qui n'est pas évident non plus, sont les estimations longitudinales. Là, ce que je vous ai présenté, c'est la sélection d'un échantillon de points annuels, mais l'inventaire pratique ce qu'on appelle un retour sur point, c'est-à-dire que 5 ans plus tard, il retourne exactement sur le même point pour faire des remesures, donc ce qui permet d'avoir des estimations dans le temps. Ça pose des problèmes d'estimation exactement comme pour les enquêtes longitudinales de l'INSEE, avec une difficulté supplémentaire. Quand on a une enquête longitudinale sur des individus ou sur des ménages, on a juste une population qui varie dans le temps, la population de ménages, alors que dans le cas de l'inventaire forestier, on a en fait deux populations. On a le territoire d'un côté et la population d'arbres de l'autre, et les deux évoluent et il faut en tenir compte dans l'estimation. Donc ça pose des problèmes spécifiques qu'il faut prendre en compte. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et donc, le dernier exposé sera présenté par Philippe Brion et est intitulé « Lien entre sondages spatiaux à partir de placettes et processus ponctuels ». Merci. Alors, merci Yves. Donc, bonne nouvelle, les transparences sont en français. Hein, donc, voilà. Donc, je vais vous parler donc, des liens entre les sondages qu'on opère, ce qui vient de vous être présenté sur l'inventaire forestier national à partir de placettes, et la théorie des processus ponctuels. Alors, la théorie des processus ponctuels, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas trop et qui est très, en fait, très répandu chez les statisticiens forestiers. Donc, je vais y revenir et moi, c'est une question que je me posais. Vous allez voir que c'est un travail exploratoire que je présente là. Donc, bon, premier point, donc les méthodes utilisées par les inventaires forestiers nationaux. Il y a eu 3 exposés, donc je vais faire des redites. Il y a 2 types de méthodes. Donc, on a parlé des placettes de taille fixe, par exemple circulaire, donc elles ont un rayon donné. Et chaque année, il y a donc des enquêteurs qui vont relever un certain nombre de choses sur l'ensemble des arbres qui sont dans chaque placette. Alors, comme Guillaume l'a dit, c'est plus subtil que ça. Ça peut être des placettes de rayons différents selon la taille de l'arbre, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. L'autre méthode, dite la méthode de Bitterlich, donc on tire au hasard un point, l'enquêteur se rend sur le point, il a un appareil qu'on appelle un relascope, qui est une sorte d'appareil de visée, et en fait il regarde, grâce à cet appareil, il va repérer tous les arbres dont le diamètre apparent est supérieur à l'angle de visée fourni par son appareil. Ça veut dire qu'un arbre très loin, mais avec un gros diamètre ou un gros rayon, sera sélectionné, alors qu'un arbre, disons, plus petit, à la même distance, ne sera pas sélectionné. Donc finalement, c'est une combinaison de la distance au point et de la taille du diamètre mesuré à 1,30 m qui va opérer pour procéder à la sélection de l'arbre. Alors, avec Guillaume Chauvet et Olivier Bourriot, donc en 2023, on avait proposé une formalisation des estimateurs pour ce genre de méthode qui s'appuie sur la méthode de partage des poids au cas continu, et ça, ça vient de vous être présenté, j'y reviendrai un petit peu. Mais la question qui est posée dans l'exposé, c'est est-ce que la manière dont les arbres se répartissent sur le territoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent se répartir selon différents types, il y a quelquefois des processus qu'on appelle des processus réguliers, où par exemple des arbres sont tous situés à 10 mètres les uns des autres, en fait il y a eu un travail de la main humaine, et puis dans d'autres cas, il y a des processus plus agrégés où il y a des paquets avec des arbres qui sont proches et puis il y a du vide et puis à nouveau des arbres. Et est-ce que la manière dont les arbres se répartissent a un impact sur la qualité de l'échantillonnage à partir de placettes? Et ça, en fait, c'est une question que les statisticiens forestiers se posent pas mal. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de papiers dans la littérature où ils ont étudié sur différents types de contextes la qualité du plan de sondage, mais toujours de manière expérimentale, c'est-à-dire en procédant à des simulations et en regardant, et on va voir, il y a certains résultats qui ont été trouvés. Alors, comment je vais procéder dans ma présentation? Bon, je vais faire un rappel rapide sur les estimateurs, ça sera un peu de la redite par rapport aux trois exposés précédents. Ensuite, il y aura quelques éléments sur la théorie des processus ponctuels, et puis je verrai comment on peut intégrer cette théorie à ce qu'on connaît, enfin aux méthodes qu'on connaît dans le cadre de l'échantillonnage pour étudier l'efficacité des plans de sondage. Je présenterai 3 résultats, il y en a d'autres dans le papier, mais là, le papier est assez long et assez complexe, donc vous pouvez vous y reporter si vous êtes intéressé, et puis j'aurai une partie de conclusion.
Alors, rappel sur la méthode de partage des poids, mais ça on l'a vu, donc on a une population UB d'arbres finie avec des caractéristiques YKB pour chaque arbre K. Ça peut être une variable qualitative du style essence de l'arbre, ça peut être une variable quantitative du style volume de l'arbre. Bon, on passe de cette variable sur la population des arbres à une variable YA de X, X étant le point, à chaque point, on affecte une valeur YA de X, donc parce que vous avez vu, c'est écrit légèrement différemment, mais ça revient à ça, c'est une méthode du partage des poids, c'est-à-dire qu'on va prendre pour un point X l'ensemble des arbres qui ont alors je sais pas comment on fait, oui c'est ça, l'ensemble des arbres qui sont liés à ce point. Alors qu'est-ce que ça veut dire être lié à ce point? Ça veut dire être sélectionnable. Si le point est tiré, l'arbre va être enquêté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une méthode par placette circulaire, ça veut dire que le point est dans la placette de rayon prédéterminé et de centre X, l'arbre et donc il va être sélectionné. Si c'est Bitterlich, c'est un peu plus compliqué, ça veut dire qu'à partir du point X, il a un diamètre et une distance au point X qui font qu'il va être sélectionné. Donc dans ce cas-là, cette variable L vaut 1, sinon elle vaut 0. Donc on ne prend que les arbres finalement qui sont sélectionnés, on prend la valeur de leur variable Y, donc de chaque arbre sélectionné, et on divise par une valeur donc qui est en gros la superficie des ancêtres possibles pour chaque arbre. On peut retrouver ce qui a été présenté entre autres dans la présentation de Mina. Ce qu'on montre, et ce qui a déjà été exposé, c'est que l'estimateur de la somme, mais qui est une intégrale, puisque là on est sur une variable continue, la somme de cette variable YA de X sur l'ensemble de la zone est égale à la quantité qu'on cherche qu'à estimer, somme sur l'ensemble des arbres UB de YK de B. Donc on va passer par un estimateur du total, comme ça a été dit précédemment, où on va utiliser les points échantillonnés, S. On va utiliser la densité, c'est pas la probabilité d'inclusion, mais la densité d'inclusion de chaque point. On va observer la mesure de cette variable YA pour chaque point sélectionné. On a un estimateur et on peut montrer que cet estimateur est sans biais. On connaît sa variance. Bon, premier point, là j'y reviens pas trop. La théorie des processus ponctuels, donc comme je l'ai dit, c'est une théorie assez populaire chez les statisticiens forestiers, mais aussi pour d'autres statisticiens qui s'intéressent finalement à la répartition des phénomènes dans le territoire. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus ponctuel, c'est un mécanisme qui génère un semis de points. On a un ensemble de points, par exemple des arbres, on les jette sur un territoire et on observe la manière dont ils vont se répartir. Et donc, ce mécanisme, il va avoir certaines caractéristiques qualitatives ou quantitatives. Par exemple, ça peut être l'essence des arbres, si c'est un hêtre, un peuplier, un chêne, etc. Ou les caractéristiques quantitatives, ça peut être la taille des arbres. Donc là, on voit qu'on introduit un aléatoire à partir du moment où on considère ce lancer de points qui vont se répartir sur la zone qu'on étudie. Alors ici, pour le cadre de l'étude, et c'est le cas dans beaucoup de papiers de statisticiens forestiers, on va se limiter à l'étude des cas où le processus est stationnaire, c'est-à-dire qu'il est invariant par translation, et isotrope, aucune direction n'est privilégiée. Bon, on a deux grandes propriétés qu'il est important de connaître dans le cadre d'un processus stationnaire isotrope, c'est qu'on a une donnée qui s'appelle l'intensité du processus, qui fait que la probabilité qu'il y ait un point dans une surface donnée, donc de surface ds, vaut lambda ds. C'est l'intensité, finalement, la probabilité de trouver un point dans cette superficie de valeur ds. Plus subtil, ce sont les propriétés d'ordre 2. Propriété d'ordre 2, c'est quoi? C'est finalement la probabilité qu'à partir du moment où j'ai un point qui est là, j'ai aussi un point qui soit assez proche, à distance t, par exemple à distance assez faible. Alors, comme on l'a dit, par exemple dans le cas des arbres, on peut se trouver dans le cas où, pour des raisons d'intervention humaine, justement, on coupe les arbres quand ils grandissent et finalement on met de la distance entre chaque arbre pour que chaque arbre grandisse, disons, le mieux possible, ou dans d'autres cas, on a des phénomènes de concentration. Et donc ça, on va pouvoir le résumer par une propriété d'ordre 2 et une fonction qui s'appelle la fonction G, donc qui est appelée la fonction de corrélation de paire de points. Et la probabilité d'ordre 2,
dit que la probabilité qu'il y ait un point dans une surface DS1 et un point dans une surface de taille DS2, et ces deux surfaces étant l'une centrée sur un point X1, l'autre centrée sur un point X2, et à une distance D de X1, X2, eh ben, cette probabilité, elle vaut lambda au carré, donc l'intensité au carré, multiplié par G de la distance entre les deux points, DS1, DS2. Ça, c'est vraiment un peu la base de l'étude que je vais vous présenter, cette variable. Alors, par exemple, comme type de processus, bah, qu'est-ce qu'on peut avoir? À gauche, vous avez un processus qui est une répartition complètement aléatoire, encore appelé processus de Poisson. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, à partir du moment où un point est tombé à un endroit donné, ben, le fait qu'un autre point, enfin, ça ne va pas conditionner le fait que l'endroit où vont tomber les autres points. Sur le centre, vous avez un processus agrégé, et à droite, dans le graphique de droite, donc vous avez le processus régulier. Vous voyez que là, cette fois-ci, les points sont quand même assez équidistants. Enfin, il y a une certaine séparation entre chacun des points. Alors, concernant la fameuse fonction G, donc de corrélation de paire de points, on a, ça c'est un graphique que j'ai tiré, je crois, d'un article de Stoyan et Penttinen. Enfin, vous verrez dans le papier. Mais ce qu'en général on peut constater, c'est que cette fonction, quand la distance qui est en abscisse là entre les points est assez importante, cette fonction tend vers 1, et elle est égale à 1 pour le processus de Poisson. Processus de Poisson, la fonction elle vaut toujours 1. Pour un processus cluster, donc agrégé, cette variable est plutôt supérieure à 1 pour les distances petites, et que pour un processus, alors c'est marqué inhibition process, c'est-à-dire régulier, où il y a de l'inhibition, ils se repoussent les uns les autres, la fonction de corrélation est plutôt inférieure à 1. Et ça va avoir un impact, on va le voir, sur finalement la qualité des sondages à partir des placettes. Alors, comment va-t-on procéder? Eh bien, si on revient à la variable qui a été constituée dans le cadre de la méthode du partage des poids, cette fois-ci, je vais considérer que cette variable est aléatoire. Pourquoi? Parce que pour un point donné, je considère que à la fois ceci est aléatoire, c'est-à-dire que selon semi, il va y avoir un certain nombre de points qui vont être sélectionnés par la méthode d'enquête. Par exemple, si la méthode d'enquête, c'est une placette circulaire de taille 15 mètres autour du point, on a un certain nombre, enfin le nombre d'arbres qui vont être sélectionnés est aléatoire. Et de la même façon, les variables aussi, dans la théorie des processus ponctuels, on peut générer aussi de l'aléatoire au niveau des variables. Par exemple, on peut dire, bah, je lance les points, c'est des arbres, mais là je vais tomber sur un gros arbre ou un petit arbre, enfin un volume important ou pas. En revanche, je dirais que cette quantité va être moins affectée par l'aléatoire. Regardez le papier si vous voulez en savoir plus, mais c'est ces deux quantités qui sont les plus compliquées. Et si maintenant on s'intéresse à la formule de la variance de l'estimateur que j'ai présenté tout à l'heure, donc la formule qui est reprise de Cordy, mais qui a été finalement présentée dans les exposés précédents, mais on voit que là c'est la formule de variance dans le cas de l'aléatoire qui résulte du plan de sondage, mais qu'il va falloir prendre en compte en plus l'aléatoire qui résulte du processus ponctuel. Et donc, on va voir variance avec deux niveaux d'aléatoire, donc espérance de variance, variance d'espérance. Et donc, par exemple, là, on va faire intervenir de l'espérance selon le modèle de cette quantité-là, de YA de X au carré. Et donc, vous voyez que dans YA de X, finalement, va intervenir le nombre d'arbres qui sont tombés dans la placette, mais dans YA de X au carré, va intervenir le fait qu'on ait possiblement plusieurs arbres. Et donc, c'est là que la fonction de corrélation de paire de points va intervenir. Enfin, je ne développe pas les calculs parce que j'y pourrais y passer pas mal de temps. Mais là, je vais vous présenter 3 résultats. Alors, ils sont quand même un peu, ça va, on a le temps? Très bien. Je vais vous présenter 3 résultats qui sont un petit peu, bon, c'est un peu lourd, ça c'est le plus simple, donc je m'excuse. Alors déjà, sur ce slide, en relisant, j'ai vu qu'il y a une erreur grossière, donc je voudrais savoir si vous la trouvez ou pas. Hein? C'est pas dans la formule, c'est dans le texte.
Enfin bon, c'est vrai que je suis un peu vache de poser la question. Non, c'est ça. Sondage de poisson. En fait, je me suis laissé emporter par mon tropisme de sondeur. En fait, le premier terme est relatif à un processus de point qui est un processus de poisson. Donc, il faudra corriger le PowerPoint s'il reste pour l'éternité sur le site des JMS. J'aimerais pas le laisser. Donc là, je suis donc dans un premier cas, premier résultat. J'ai des placettes de taille fixe, donc par exemple 15 mètres autour du point, et je cherche simplement à estimer le nombre d'arbres. Alors, avec quelques approximations, hein, parce que les calculs sont un peu lourds, mais avec quelques approximations qui me semblent légitimes, mais bon, je pense que j'espère avoir un retour de différents lecteurs qui me diront non, c'est pas bien ou c'est bien. On peut écrire la variance de l'estimateur du nombre d'arbres en deux termes. En deux termes, et le but de la formule est de faire apparaître dans le deuxième terme la fameuse fonction de corrélation de paire de points G. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas d'un processus ponctuel de Poisson, on sait que G est égal à 1. Donc ça veut dire que le deuxième terme, il est nul. Ce terme qui va de là à tout ça, c'est nul parce que G est égal à 1. Donc on fait apparaître en fait la variance d'un sondage, là c'est dans le cas d'un sondage simple, dans le cas d'un processus ponctuel de Poisson. Bon, cette formule, elle fait apparaître bien sûr les paramètres n, nombre de points tirés, r, taille de la placette, un rayon de la placette. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que, et grand A, c'est la superficie totale sur laquelle on travaille, on a dans l'intégrale une quantité u arc cosinus u moins u2 sur racine de 1 moins u2 dont on sait qu'entre 0 et 1, elle est toujours positive. Alors ça c'est assez fort, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'étant donné que cette quantité est positive, si G est plutôt supérieur à 1, donc ça c'est dans le cas d'un processus G supérieur à 1, c'est dans le cas d'un processus agrégé, eh ben on aura un deuxième terme correcteur qui est positif. Dans le cas d'un processus régulier, donc une inhibition entre les arbres, on aura une grandeur négative. Et ce faisant, bon, ça m'a rassuré, en fait on retrouve ce qui a été justement constaté dans un certain nombre d'études menées à partir de simulations sur des données réelles. Hein, donc, mais bon. Alors après, enfin, je le dirai en conclusion. Là, moi, ma question, c'est en faisant des simulations, quelle est la part relative des deux termes, quoi? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Est-ce que le terme correcteur, le deuxième, il est faible ou pas, hein? Donc, enfin, selon les contextes, sur des contextes réels. Alors, je continue. Là, ça se gâte ou ça se corse, comme vous voulez. Donc là, on est toujours dans le cadre de placettes de taille fixe et on estime le total d'une variable. Alors, on a un premier terme qui est un peu du même ordre de grandeur, sauf qu'on a un sigma et un mu, et le mu c'est la moyenne de la variable, et le sigma c'est l'écart type. Bon, je passe, ça ressemble. Bon, j'étais un peu vache parce que dans le transparent précédent, j'avais fait un changement de variable, on était somme de 0 à 1, alors on est somme de 0 à 2R, mais ça revient à peu près à la même chose. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a une variable KMM qui vient s'ajouter. Et qu'est-ce que c'est KMM? Un peu comme la variable G de corrélation de paire de points, c'est une variable en fait qui est supérieure, dont la valeur est supérieure à la moyenne de la variable mu2, enfin au carré, à partir du moment où il y a un phénomène de concentration et qui est inférieur s'il y a un phénomène d'inhibition. Donc à la fois G, c'est sur la position, c'est une variable qui a trait au positionnement des points, et K, c'est variable par variable, c'est une variable qui donne finalement le comportement d'une variable comme le volume de bois de l'arbre entre deux arbres à distance T. Et donc on va voir cette variable qui va s'intercaler qui va venir s'intégrer dans la formule qui devient un petit peu plus complexe. Alors, troisième résultat, après je m'arrête, hein, c'est promis, parce que là,
Bitterlich. Alors Bitterlich, ouais. Bitterlich, je vous ai expliqué, c'est l'instrument qui sélectionne des arbres à partir du moment où leur diamètre apparent est supérieur à l'angle de vue. Donc un très gros arbre très loin sera sélectionné. Bon, alors pour arriver à faire quelque chose avec cette approche, moi la seule manière de procéder que j'ai trouvée, c'est un papier d'un statisticien finlandais, c'est ça, Pentinen, finlandais, donc qui postule une distribution du rayon. Et donc et à partir de cette distribution du rayon, on peut arriver à produire, cette formule, je vais peut-être pas trop la développer, ce serait assez long, mais on a toujours les deux termes, et on a toujours la fonction G qui vient s'intercaler. Là, je suis sur l'estimation du nombre d'arbres, mais ce qui est important, c'est de voir la formule qu'il y a tout en bas, parce que ça, c'est un truc assez classique pour les statisticiens. Cette grandeur-là, lambda, intensité, somme sur la distribution du rayon des pi R2. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, ça s'appelle, là, en anglais, ça s'appelle Proportional Mean Basal Area, en français, surface terrière moyenne. C'est quelque chose qui nous donne un indicateur de la surface moyenne, surface moyenne du tronc des arbres. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça, divisé par sinus alpha au carré, sinus alpha étant l'angle de visée de l'appareil, ça nous donne l'espérance du nombre d'arbres qui vont être sélectionnés avec cette méthode. Bon. Et là, on a un terme, quelque chose qui est assez analogue, sauf que le pi R2 va au dénominateur. Bon, je développe pas plus, mais je pense que ce truc est assez intéressant. Après, la difficulté, c'est de trouver des fonctions pour modéliser justement ce diamètre des arbres. Je termine donc. C'est un travail exploratoire. Hein, pour l'instant, il n'y a pas de simulation, c'est uniquement de la formalisation mathématique. Bon, des simulations sur données expérimentales, ça peut venir conforter l'approche et quantifier la part entre les deux termes sur la formule de la variance. Moi, je pense que ça peut être utilisé pour anticiper un dispositif de plan de sondage en postulant a priori des fonctions G et KMM qu'on aurait pu récupérer, par exemple, d'une zone sur lesquelles on a pu les estimer, les modéliser, et anticiper la variance que va avoir un plan de sondage avec un dispositif par placette de 15 mètres, etc., ou de 20 mètres. Deuxième point, c'est comment comparer placette de taille fixe et Bitterlich. Parce que si vous lisez la littérature forestière, on vous dit placette, c'est bien pour estimer le nombre, mais pour estimer le volume, c'est Bitterlich qui est mieux. Et ça, on le voit dans la formule précédente, si on regarde, on le voit assez facilement. Et puis, optimiser un plan de sondage aussi, en essayant de dire, finalement, moi, j'ai un budget, j'ai un nombre de points possibles, j'ai une taille de placette qui conditionne le temps de travail des enquêteurs, ou l'angle de vue. Comment je joue avec tout ça pour essayer d'être le plus efficace possible. Voilà, je vous remercie. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Alors, pour répondre aux questions, je vais vous demander de venir ici parce que sinon les gens qui nous écoutent en ligne ne pourront pas nous entendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai plein de questions en fait, mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non, il n'y a pas de questions en ligne? Alors, je vais commencer par... Il n'y a pas de questions? Alors, je vais poser une question pour chauffer la salle à Philippe. En fait, les variances que tu as présentées là, ça ressemble furieusement en population finie à ce qu'on appelle la variance anticipée. Donc, la variance anticipée, c'est quand on a un modèle et un plan de sondage, puis on calcule en fait une variance à la fois sous le modèle et sous le plan de sondage, et puis après, on voit aussi qu'on a souvent deux termes, et puis un terme si on a de l'autocorrélation dans les termes d'erreur qui apparaît en fait avec une fonction d'autocorrélation qui est liée aux probabilités d'inclusion jointe, et puis que s'il y a une répulsion, si l'échantillon est bien étalé,
quand il y a une forte autocorrélation, en fait, ça marche bien. Donc, c'est un résultat tout à fait similaire à ça dans le continu. Maintenant, il y a aussi des processus de Bernoulli, et pas que des processus de Poisson. Ah oui. En fait, le processus de Bernoulli, c'est quand le nombre de points est fixe. Parce que moi, il me semble que ton premier terme, il ressemble furieusement à un estimateur sous un plan de Poisson. Ouais. Et dans ce cas-là, la taille de l'échantillon est aléatoire. Et cette taille d'échantillon aléatoire, elle augmente la variance, en fait. Ouais, Dans un processus de Poisson, la taille de l'échantillon est aléatoire. Le nombre de points que tu sélectionnes sur une droite ou sur une surface, c'est aléatoire. Et puis, en fait, si tu fixes le nombre de points, tu introduis une faible dépendance négative dans la sélection des points, mais en fait, ça aide énormément par rapport à la variance. Oui, enfin, quand tu parles de points, là, tu parles des arbres. Non, je parle des points sélectionnés. Le nombre de points que tu sélectionnes. Non, là, on sélectionne un nombre de points fixe. Hein. C'est pas du tout un tirage de Poisson. Non, c'est le nombre de points, c'est un sondage aléatoire simple de points. Non, c'est pas. Mais c'est pas. Alors c'est pas les arbres, oui, ça va. Enfin, je veux dire, le processus, on ne sait pas combien d'arbres on va. En gros, on ne sait pas combien d'arbres on va avoir à enquêter. C'est toujours pareil, puisqu'ils sont dans la placette et qu'on ne sait pas. Il y a des placettes où à la limite on peut tomber sur 0 arbre, sauf qu'on a fait avant normalement de la photo-interprétation, mais on ne sait pas. On sait en moyenne combien on va avoir, mais les points, si tu veux, les points, moi non, je suis pas. Enfin, c'est le point. C'est pas un tirage de Poisson. C'est pas un processus de Poisson. C'est un processus de répartition de la localisation des arbres. Et le nombre de points est fixe. Ah oui, le nombre de points il est fixe. Ouais. Non, c'est. Alors après qu'on retombe sur des formules qui se. Je sais pas, il y a une proximité, je veux bien, mais le nombre de points est fixe. Ouais. Oui, c'est pas un sondage de Poisson. Enfin, je suis pas complété. Oui, Je suis venu avec des copains. Ouais. Ah, ok, oui. Oui, tout à fait. Oui, Oui. ok. Et en plus, enfin, dans la manière dont j'ai procédé, c'est comme ça. Oui, ok, ça va, tu m'éclaires. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ouais, j'en prie. Merci beaucoup. Est-ce que, oui, d'autres questions? Ça va pas du tout être une question technique, ça va être une question très générale. Est-ce que vous imaginez, maybe I can ask in English, is it better in English? Ok. Donc je vais continuer en français. Oui, est-ce que ce genre d'échantillonnage aurait des applications en dehors de l'échantillonnage forestier? Il me semble que ce type d'échantillonnage est aussi un peu utilisé peut-être pour je sais pas moi, de l'exploration pétrolière ou des choses comme ça, mais effectivement c'est toujours avec donc des processus qui sont sous-jacents, qui sont continus. Est-ce que dans d'autres domaine de la statistique publique, il y aurait des applications? Je commence juste concernant ma présentation. Vous voyez, il y avait la loi de probabilité des points était n'importe quoi, non, comment on dit, quelconque. Alors ça, c'était exactement l'idée, que parfois on veut mettre, notre cadre, c'est plutôt échantillonnage environnemental. Alors, mais c'est pas seulement les arbres, ça peut être d'autres choses. On a par exemple parlé des perturbations dans les forêts, ou ça peut être les habitats rares. Et on peut avoir des données auxiliaires qui nous disent où sont ces phénomènes. Et on veut mettre notre placette pour aller mesurer selon. Alors on veut utiliser les données auxiliaires pour le plan d'échantillonnage. Alors pour moi maintenant c'est surtout les perturbations et les habitats rares. Mais je peux imaginer que c'est tout ce qui est sur l'espace et dont on a de l'information
où il est et on veut faire l'échantillonnage où le phénomène est, nos méthodes peuvent être utilisées. Merci. Et peut-être juste pour compléter, il y a un lien direct aussi avec une méthode, alors c'est pas de la statistique publique, mais avec l'intégration de Monte-Carlo. Ce qu'on fait sur l'échantillonnage en population confinue, c'est exactement de l'intégration de Monte-Carlo. D'ailleurs, c'est appelé comme ça dans le bouquin de Grégoire et Valentine. Merci. D'autres questions? En fait, moi j'ai une question d'ordre plutôt pratique. Donc, si j'ai bien compris, l'enquêteur se rend sur place, il a un appareil pour mesurer l'angle. Mais comment ça se passe, par exemple, dans une région montagneuse, dans laquelle il peut y avoir pas mal d'arbres aussi, et c'est le cas en Europe. Est-ce que c'est la même technique qui est utilisée? Je crois que je dois répondre à cette question parce que je suis la seule qui a de l'expérience des inventaires pratiques, n'est-ce pas? Alors, mais je viens de Finlande où il n'y a pas de montagne. Mais on utilise les mêmes techniques, mais on fait les mesures sur le plan horizontal et ça complique pas mal. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors, on ne mesure pas vis-à-vis la surface de terre, ground level, surface de terre, mais on mesure sur le plan horizontal. Et puis, voilà, mais on utilise les mêmes techniques. Mais si en Suisse, comme je sais que tu as travaillé en Suisse, parfois c'est très pentu. Souvent, c'est très pentu en Suisse, mais ils étaient très habiles. Parce que Daniel Mandala, qui est cité là, il travaillait aussi à Zurich, lui m'expliquait que la règle, en fait, elle s'appelait the thumb rule. La règle du pouce, on met son pouce comme ça. Si on arrive à cacher l'arbre, on le sélectionne. Ok, Daniel a fait une petite blague, mais ok. Mais c'est surtout sur le plan horizontal, parce qu'on devrait regarder les arbres sur la même hauteur. Et si on est sur une pente, l'arbre qui est plus haut, l'hauteur où on devrait regarder, c'est la hauteur de 1,3 mètre. C'est beaucoup plus haut que en bas. Alors, on doit essayer de regarder sur le plan horizontal qui est à l'auteur de 1,3 mètre sur chaque arbre. Alors, on regarde voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Merci. D'autres questions, oui. C'est un peu lié à cette histoire de pente. Vous faisiez l'hypothèse qu'il y avait que vous étiez sur un processus isotrope, qui est similaire dans toutes les directions. Alors autant j'achète bien l'hypothèse au niveau du territoire français, effectivement au niveau local. En montagne, typiquement, on peut imaginer. Donc, est-ce que ça a vraiment un gros impact, ou est-ce que c'est juste par simplicité de présentation de résultats déjà bien complexes que vous avez fait cette hypothèse? Ouais, non, mais là, c'est vraiment une démarche exploratoire pour essayer de comprendre comment retrouver des résultats qui ont été constatés de manière, expérimentale sur des données, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, en fait, il peut y avoir, par exemple, un mélange de processus réguliers ou réguliers à une certaine échelle, mélangé avec un processus agrégé à une autre échelle. On n'est jamais dans le cas d'un processus pur. Mais disons, là, c'est plutôt essayer de comprendre et de formaliser ce problème. Mais oui, vous avez raison sur la question. Oui, encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? On a le temps, hein? On a encore 10 minutes. Ah,
royal. Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport à la méthode de Peter Lich. Je me pose la question, est-ce que, en gros, ça peut poser des problèmes si par exemple il y a un très gros arbre juste en face de la localisation qu'on a sélectionnée? Il peut potentiellement en cacher d'autres derrière qui seraient sélectionnés s'il n'y avait pas ce gros arbre. Est-ce que ça pose des problèmes dans la modélisation ou est-ce qu'il y a des méthodes alternatives? Ouais, enfin la Mina répondra bien mieux que moi, mais Peter Lich pose des problèmes, par exemple même dans des zones tropicales où il y a de la brume. Enfin, je veux dire, c'est pas la panacée, quoi. Hein. C'est pas la panacée. Alors que c'est sûr que découper, j'ai mon point et puis j'ai une corde et je prends 15 mètres, c'est plus facile à mettre en œuvre. Enfin, si tu veux. Oui, et puis dans les inventaires sérieux, on vérifie les arbres. Alors, s'il y a des arbres, parfois c'est des arbres qui sont justes, qui remplissent l'angle juste, et on doit vérifier si c'est vraiment le cas ou non. Alors, on va mesurer la distance et on va mesurer le diamètre et on va voir si l'arbre est inclus. Et pareil, s'il y a des arbres derrière des autres arbres, on doit toujours les vérifier, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est ce qu'a dit Philippe, que les placettes circulaires, c'est souvent beaucoup plus rapide. Merci. Oui. J'avais une question sur l'approche longitudinale de l'inventaire forestier, et en particulier sur la question de l'attrition d'un certain nombre d'arbres qui peuvent disparaître d'un moment à l'autre. Est-ce qu'il y a un biais de sélection du fait qu'on peut avoir certaines caractéristiques de l'arbre qui sont plus à même de faire en sorte que l'année d'après, on se retrouve, l'arbre disparaît? Donc est-ce qu'il y a ce genre de biais dont on se rend compte dans l'inventaire ou non? Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de problème si le champ est clairement défini, c'est-à-dire si tu définis clairement sur quelle population tu travailles aux deux temps. Il y a le problème effectivement des arbres qui meurent entre les deux temps, mais tu as aussi la question des arbres qui passent la limite de détection. C'est-à-dire tu as les arbres qui sont trop petits au temps 1 pour avoir été enquêtés. Alors je ne sais plus quel est le diamètre, 7,5 7,5 cm de diamètre basal, et t'en as qui sont pas détectables, enfin qui sont en dessous de la limite au temps 1 et qui deviennent dans la limite au temps 2. Donc en fait, je pense que ça pose pas de problème si on est clair sur le champ et si on est clair sur ce qu'on compare au premier temps et au deuxième temps. Mais par contre, ça demande une définition précise du champ de l'estimation. J'ai une question de béotien un peu. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un inventaire multicouche? Par exemple, dans certaines forêts primaires qu'on étudie, il y a des écologues qui font des inventaires multicouches, c'est-à-dire il y a plusieurs strates d'observation auxquelles qu'on va échantillonner. Et on regarde les espèces à chaque strate d'observation parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Il y a des essences qui sont, par exemple, les forêts primaires tropicales, il y a des essences qui se retrouvent au niveau de la canopée et puis il y a des essences qui se retrouvent au niveau du sol. Et alors, est-ce que ces processus-là pourraient s'appliquer? Qu'est-ce que ça... Bah, je sais pas, sauf si je comprends mal ta question. Oui, si tu veux, faut considérer chaque univers comme un univers à part, si je comprends bien, et tu sommes ensuite. Et on somme sur... Bah oui, oui. Okay. Mais tu vois, par exemple, là, Guillaume l'a dit, sur les placettes circulaires, il y a certains inventaires où il y a des tailles de placettes, enfin, on prend une taille de placette différente selon la taille de l'arbre. Parce que si on prenait tous les arbres, par exemple, au-dessus, c'est 7,5 cm, là, les petits, sur une placette de taille 25 mètres, ils n'en finiraient pas, les agents. Donc, on prend une petite placette pour cela, et puis une placette un peu plus grosse pour les arbres moyens et puis pour les grands. Comme ça, on a plus de chances d'avoir des grands. Mais donc, je pense que ça rejoint un peu ta question, quoi. Oui, d'une certaine façon. Dans une multicouche, les espèces qui sont pas du tout de la même taille. Les espèces qui sont au niveau du ras du sol, elles n'ont pas du tout la même, la même morphologie, même cubage que les espèces qui se retrouvent au niveau de la canopée. Donc ça posait peut-être
des définitions de mailles qui ne sont pas les mêmes d'une couche à l'autre. Des définitions de détection de Ah oui, ouais. couches, ça n'est pas la même. Oui, il peut y avoir en fait des questions, enfin si je comprends bien ta question, des problèmes pour repérer des arbres enfin, qui sont situés assez hauts. Oui, alors là, je sais pas d'expérience. Sur le cubage, les petits, souvent on ne s'intéresse pas aux petits, mais si on s'intéresse aux petits arbres, on doit adapter l'échantillon pour qu'on en a. Les écologues ne s'intéressent pas trop au cubage, mais à la Exactement. présence des espèces Ouais. de Strathamus. Il faut essayer de parler dans le micro pour les gens qui nous écoutent en visio. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pas de questions supplémentaires? Alors, je vous propose d'arrêter ici avec 5 minutes d'avance, comme ça on a une pause un peu plus longue. Et un grand merci aux présentateurs pour ces exposés très stimulants.